Bonjour à tous et à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour continuer notre cycle de conférences du semestre d'automne sur le thème « Réinventer ». Nous réinventons le rôle, les responsabilités, la façon de pratiquer, de produire et de penser l'architecture. Ce soir, réinventer la demande avec Madeleine Architecte. Réinventer le regard, Alexandra Arène, co-autrice du livre écrit et dessiné à 6 mains, le 5 décembre. Et nous voulions aussi vous annoncer la conférence organisée par le magazine La des étudiants le 21 décembre avec l'intervention de Jan Kingsbergen. Et puis je vais passer la parole à Germain qui va vous introduire Madeleine Architecte, il les connaît bien. Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment pour votre présence ici. J'ai le grand plaisir d'introduire cette conférence et d'accueillir Madeleine Architecte. Dans le groupe de programmation des conférences, on cherche toujours à présenter des jeunes praticiens et praticiennes. Donc vous rentrez dans cette catégorie encore, bravo. Et puis c'est important pour nous de pouvoir montrer effectivement aux étudiantes et étudiants différentes façons de pratiquer l'architecture. Là, Madeleine on a choisi ce titre, Réinventer la demande, mais je crois que ça va bien au-delà, parce que pour avoir visité plusieurs de leurs projets, il y a une véritable inventivité aussi dans l'utilisation des matériaux. J'espère que vous en parlerez et que vous présenterez certains de ces projets, parce que je trouve qu'il y a une prise de risque aussi chez eux qui vaut vraiment la peine de s'intéresser à leur travail et notamment de voir un peu quelles nouvelles expressions on pouvait trouver avec des matériaux qu'on n'a pas forcément ou plus forcément l'habitude d'utiliser. Donc voilà, ils s'intéressent beaucoup aux matériaux biosourcés et à ce que ça peut générer comme architecture. Ce que je trouve aussi assez admirable, c'est qu'au-delà de prendre des risques, vous mettez la main à la pâte aussi. Pour avoir aussi eu l'occasion d'échanger avec vos différents et différentes maîtres et maîtresses d'ouvrage, on sent qu'il y a un vrai plaisir dans la collaboration et qu'il y a une vraie reconnaissance aussi de votre engagement dans le projet. Donc voilà, pour moi, pour toutes ces raisons-là, ça me semblait vraiment important de les présenter à l'école et de donner un peu de rêve comme ça à nos étudiants et étudiantes, parce qu'il y a vraiment des projets très très enthousiasmants. Donc je me réjouis beaucoup de vous entendre en parler et merci de votre présence. Bonne soirée, bonne conférence. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Nous sommes donc Madeleine Architecte, donc Maxence Derlet et moi-même Antoine Béguin. Nous sommes associés du coup du bureau Madeleine Architecte. Tout d'abord, on aimerait remercier la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg pour l'invitation, en particulier à Laurence Depreux pour l'invitation, ainsi que Germain Brisson pour cette belle introduction. On a tous eu chez Madeleine un parcours assez différent, mais on a eu un dénominateur commun qui est le bureau Bunk basé à Nyon, où on a tous fait nos... Voilà, je vois que Julien Grisel au premier rang est très heureux. On est tous passés par là un moment de nos études, et c'est de là d'où vient pas mal on va dire de nos obsessions, de nos valeurs et de notre méthodologie qu'on applique aujourd'hui au bureau. Aujourd'hui, nous sommes un petit bureau de 5 personnes établi à Vevey et nous poursuivons finalement toutes ces valeurs que nous avons acquises chez Bunk dans cette formation au quotidien que nous essayons de faire dans notre atelier de Vevey. Donc, il y a Maxence et moi, mais nous avons aussi 3 autres collaborateurs, dont Christophe, qui est un de nos proches collaborateurs, qui a fait une formation HES, qui est passé par un bureau lausannois, un grand bureau lausannois, et il est aussi passé chez Bunk avant. Et Maxence a fait sa formation en Belgique avant de s'établir en Suisse lorsqu'il est venu chez Bunk. Il a ensuite notamment enseigné à l'EPFL comme assistant de projet dans un atelier de l'EPFL. Et pour ma part, j'ai fait ma formation à l'EPFL
Je suis devenu associé assez rapidement après une courte expérience lausannoise dans un bureau. Et depuis cette année, j'enseigne ici à l'école en construction en première année. À l'image de la façade intérieure d'un de nos chantiers en cours, sur l'image de gauche, on a chacun notre identité, notre formation, on a chacun nos obsessions, et on est tous reliés les uns aux autres par nos individualités et nos qualités et nos défauts pour faire un équilibre, un équilibre primaire, un peu précaire même, comme l'est cette façade que l'on voit ici, notre chantier en cours à Valdilier. Enfin, pour terminer cette petite introduction du bureau, voici notre atelier, la façade de notre atelier à Vevey. C'est une ancienne menuiserie bordée de petits artisans qui a été notre premier projet, le premier cadre de nos expériences, de nos expérimentations. Il constitue toujours aujourd'hui notre cœur de vie, notre lieu de collaboration, de travail, et nous partageons aussi nos ateliers avec d'autres personnes et d'autres horizons. Nous avons Lara qui est architecte d'intérieur, Tassilo qui est un graphiste illustrateur, ainsi que d'autres personnes qui nous ont rejoints au fil des années pour faire ce qu'on appelle finalement l'atelier de la Madeleine, qui n'est pas seulement un atelier d'architecture. Donc voilà, on voulait commencer cette conférence par une préface qui est donc là une œuvre de Alan Wexler. Pour expliquer un peu l'œuvre, en fait, c'est 4 personnes qui doivent essayer de boire du café. Et pour le boire, en fait, ils sont obligés de collaborer et de soulever la tasse en même temps. Sinon, il y en a un qui, évidemment, boit la tasse par rapport à tous les autres. Et en fait, cette image, elle représente assez bien l'esprit un peu collaboratif qu'on essaye d'avoir au sein du bureau, mais aussi avec les différents acteurs comme le client, l'artisan et aussi souvent la législation, parce qu'on n'a pas le choix. Donc voilà, c'est une image de référence qui est pour ce soir, mais aussi au quotidien dans notre travail. Ensuite, on voulait faire un petit parallèle entre, selon le titre de la conférence et le sous-titre, Dessine-moi un mouton. En fait, on voulait faire un petit parallèle entre Saint-Exupéry et la SIA, si on ose. C'est que dans le roman, en fait, l'apparition du Petit Prince et puis sa demande et la réponse évidemment de l'aviateur, le mouton que tu veux est dedans. Il conditionne toute la suite de l'histoire finalement et donc de leur relation. Pour nous, finalement, la SIA, elle donne à une phase initiale qui est nommée la phase 1, définition des objectifs, finalement assez peu d'importance. Elle est même hors du contrat SIA. Elle est dans une petite partie qu'on appelle l'étude de faisabilité. Et ce soir, on voulait un peu justement la mettre en avant et en exergue parce que ça nous semble, pour nous, une des phases les plus importantes de notre processus de travail. Chapitre 1, embellir la demande. Comme dans cette photo d'André Malraux, les musées imaginaires, on constitue et on essaie de construire un imaginaire de référence nécessaire au processus d'échange et de discussion et d'élaboration du projet. En fait, cette collecte de données est l'embryon du processus qui nous sert à embellir la demande tout dans le but de devenir réalité. C'est-à-dire qu'en collectionnant des références, on crée un imaginaire commun avec le maître d'ouvrage, l'artisan et nous-mêmes pour essayer de communiquer dans le projet dans le but justement d'embellir cette fameuse demande. Voilà un de nos magnifiques projets. Non. C'est une histoire qui commence par un pitch qui est assez simple. Construisez-moi une belle maison avec 3 chambres, lumineuses, pour accueillir notre famille sur un terrain récemment acquis à Vouvry, dans le Chablais valaisan, dans le but de nous faire notre demeure extraordinaire où nous voulons y vivre. L'imaginaire à construire commence par cette image de promotion immobilière, avec un rapport de surface-prix imbattable, proposant une image moderne et non contextualisée. C'est donc avec cette image que les maîtres d'ouvrage sont venus, avec leur demande initiale, vers nous, et c'était la première image de leur imaginaire par rapport à leur maison. Évidemment, on a essayé de travailler par rapport à cet imaginaire. Tout d'abord, il faut savoir que la villa était dans un contexte viticole,
Donc, la première référence qu'on a eue, l'image en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle une guérite, une capite, ça dépend des lieux en Suisse. Les guérites, ce sont ces petites maisons qu'on trouve dans les vignes, où souvent les vignerons rangent leurs outils et qui sont souvent ponctués dans les paysages viticoles, souvent en bois, parfois en métal, des fois en pierre. Aussi par rapport à comment on travaille le paysage dans les vignes. On le voit pas mal dans le Lavaux, mais aussi en Valais avec ces murs de soutènement. C'était le cas aussi ici. Partant de cette référence-là, on a voulu aussi prendre des références qui sont totalement opposées. Nous avons un montage en haut à droite de la Villa Farnesina, qui est plutôt une référence beaucoup plus noble que, évidemment, la petite capite de vigne, qui est intéressante par ses proportions, ce côté très élancé, très noble aussi qu'on voulait proposer, un peu en contradiction avec la référence de la maison de la vigne. En dessous de cette référence, c'est l'intérieur de cette villa, grandiose, ces fameux piano nobile, donc ces étages nobles, souvent ornés de beaucoup de peinture et ces hauts plafonds, ces plafonds à caissons qui donnent vraiment une sensation de grandeur. Et une dernière référence, en bas à gauche, c'est un plan d'une des villas du Corbusier, avec notamment ce meuble qui sert de pivot et de pivot central pour l'organisation du plan. Donc on est arrivé avec ces références pour constituer le projet. Donc vous pouvez déjà apercevoir une des façades réalisées en haut à gauche. Par rapport à... il y a certains codes de la guérite de vigne qu'on retrouve là, ce bâtiment en bois, façade bois brut, une toiture en tôle assez simple qui est ponctuée dans le terrain avec des murs de vigne, des murs de béton armé. La maquette aussi, on a pas mal travaillé les proportions de cette fameuse villa qui était une villa très noble. Donc, on a essayé de travailler ces proportions, notamment en maquette, qui est aussi un élément qui est aussi un des supports finalement qu'on utilise pour faire notre imaginaire commun, essayer de discuter avec le maître d'ouvrage. C'est un des supports qu'on utilise le plus, parce que c'est aussi là où on peut tester la matérialité et vraiment les choses un peu spatialement. Donc on voit aussi sur cette maquette en bas qui s'anime, comment on a travaillé, et aussi le plan avec un meuble pivot qu'on verra tout à l'heure. Donc si je reviens par rapport aux références qu'on avait avant, on a développé le projet pour arriver finalement au projet réalisé. Donc voilà, on est bien loin de la première image de la villa promotion immobilière. Donc on voit sur l'image de gauche cette villa qui s'inscrit dans ce contexte viticole. Donc on voit les vignes au premier plan, elles dominent la plaine du Rhône, et on voit cette toiture métallique qui est simplement une tôle métallique assez toute simple, un matériau assez industriel. Et sur la photo de droite, on voit la relation entre la villa principale qui est en bois brut et le volume, la matérialité minérale plutôt de l'annexe, de la dépendance qui est à gauche, qui est plutôt minérale et qui reprend les murs de vigne. Donc je disais, les murs de vigne, c'est aussi un élément assez fort, assez constitutif du projet, notamment de comment on travaille la matérialité de ces murs. Là, on a utilisé des vieilles planches de bois brut qu'on a coffrées dans le béton pour vraiment donner cet aspect très, très rugueux, très imparfait. On accepte les nids de gravier, on accepte tous les défauts du béton, aussi dans l'idée que peut-être plus tard, la végétation, peut-être la mousse puisse aussi coloniser ces murs et vraiment inscrire encore plus ce projet dans son contexte. Et vraiment, tous ces murs, vu que la parcelle était légèrement en pente, on a pu aussi constituer certaines parcelles, essayer de jalonner finalement le parcours et s'ancrer dans la pente. Donc voilà, avec ces deux images, on comprend assez bien finalement les deux grandes références contradictoires du projet. D'un côté, cette façade bois qui reprend pas mal d'attributs de la capite de vigne. Il y a son mur en béton brut, comme on vient de le voir, qui est un peu son socle. C'est son bois, sa façade en bois brut, sa toiture très légère en tôle métallique, et sa pergola et ses garde-corps qui s'agrippent tel un palissage de vigne. Donc le palissage, c'est les éléments
qu'on trouve dans les vignes qui servent à tendre la vigne pour qu'elle puisse pousser dessus. Et c'est des éléments qu'on a vraiment repris tels quels, qu'on a mis pour la serrurerie du projet. Puis à la fois, il y a ces proportions de cette façade qui ont été travaillées vraiment tel un petit palais finalement, pour donner quelque chose finalement de très noble à cette façade. Puis on retrouve un petit peu la même chose à l'intérieur. Donc je vous parlais avant d'un meuble pivot, c'est le meuble qu'on voit en bleu ici sur l'image de droite. Et on retrouve un peu cette référence d'un côté assez pauvre, assez simple, c'est-à-dire, par exemple, dans le plafond, c'est des panneaux de Kerto, donc c'est ce qu'on trouve souvent dans la construction. On voit souvent les villas aux États-Unis, elles sont toutes construites des fois en ossature bois avec ces panneaux Kerto, donc c'est des éléments assez pauvres et qui ne sont pas du tout faits pour être laissés apparents. Mais ici, on a fait le choix de les assumer, de les avoir apparents malgré leur imperfection. Et finalement, ça donne cet aspect, finalement, cette grande hauteur sous plafond. Donc, on a à peu près 2,60 m sous les solives. Mais vu que les panneaux font 50 cm de haut, entre les panneaux, on a plus de 3 mètres sous plafond. Et on retrouve l'idée du piano nobile qu'on trouvait dans la villa noble. Et aussi une référence par rapport à, je vous parlais de ces faux plafonds à caissons qu'on voyait dans la Villa Farnesina. C'est une sorte de réinterprétation finalement de ces faux plafonds pour donner ce lieu très noble. Donc voilà simplement comment, en partant d'une première référence d'une demande d'un maître d'ouvrage, comment en constituant un imaginaire commun, on a pu ensemble partir de cette promotion immobilière et arriver aujourd'hui au résultat de la villa qu'on voit ici. Là, on va partir un peu dans le temps. C'est toujours aussi de la promotion immobilière, comme vous voyez. En fait, c'est le premier projet qu'on a réalisé en 2018-2019, peut-être, fini. Et comme dit Germain, c'est un peu la première aussi petite prise de risque qu'on a faite. Donc on a un peu intitulé ce projet l'économie de moyens. Donc il a comme origine une opération immobilière des années 70. Là on voit à gauche, donc c'est le site originel juste au-dessus de Vevey, à Saint-Légier-la-Chiesa, avec une magnifique vue sur le lac Léman. Très bien orienté, donc parfaitement orienté pour la vigne, donc parfaitement orienté pour une promotion immobilière aussi. Elle a été construite sur ce terrain, donc il y a eu 4 maisons mitoyennes. Dans ces maisons mitoyennes, donc il y a à chaque fois 2 habitations qui sont vraiment coupées symétriques. Et puis c'est géré comme une PPE. Donc ça a son petit détail parce finalement on était le premier bureau, les premières personnes à intervenir finalement sur ces maisons depuis les années 70. Donc on devait, selon la commune, montrer un exemple à suivre pour les prochaines transformations ou rénovations. Donc là, la demande initiale, elle était extrêmement simple. Il fallait juste isoler thermiquement l'habitation, donc la moitié d'une de ces maisons mitoyennes. Donc la première chose qu'on a faite, on a fait un peu une analyse aussi des problématiques qu'il y avait sur ce projet. Ça date des années 70, donc la construction, elle était comme elle est, c'est-à-dire qu'on avait des balcons rapportés qui étaient liés directement avec la dalle intérieure, donc une multitude de ponts de froid interminables. La première chose qu'on a proposée, c'est parce qu'ils utilisaient très peu leur balcon qui est à l'est, donc c'était de scier tout le balcon qui était à l'est et de garder uniquement le balcon au sud avec la vue sur le lac. Donc la première démarche avec ces clients qui, il faut le dire, étaient très ouverts et sensibles à l'environnement et aussi investis dans nos réflexions. On a eu énormément de chance avec eux. C'est que la stratégie, c'était de scier ce balcon à l'est, comme je l'ai dit, et pas de l'évacuer. Donc c'était de récupérer la totalité de ce qu'on allait scier, de le découper en morceaux, on va dire, plus faciles à manutentionner, et de faire une retenue de terrain, parce qu'ils avaient envie d'investir un peu plus leur sous-sol, qui est considéré comme non habitable, mais voilà, ils voulaient en faire un bureau. Donc on a décidé de faire une retenue de terre un peu plus progressive
et d'utiliser ces balcons qu'on a découpés. La deuxième stratégie, finalement, ça a été de trouver de quelle manière on allait faire cette enveloppe thermique, sachant que c'était qu'une des moitiés de l'habitation. Donc on a aussi cherché peut-être à faire un autre crépi, à trouver une matière qui puisse dialoguer avec. Et finalement, la réponse, elle est aussi venue des discussions qu'on a eues avec le maître d'ouvrage. C'est un principe aussi d'économie de coûts et de moyens. C'était d'utiliser une isolation qui permettait de faire finition et isolation en une seule couche. Donc on s'enlevait évidemment du temps et de l'argent. La chance, c'est qu'en fait, on a une matière qui... là, on l'a vu avec le temps, on avait commandé une plaque de liège qu'on avait laissé vieillir pendant quelques mois aux intempéries. Et elle évolue de manière assez parfaite pour nous, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de la teinte du crépi existant. Donc ça nous permettait d'assumer totalement cette nouvelle couche, tout en montrant cette surépaisseur, mais en dialoguant avec finalement sa voisine directe. Donc là, on voit un peu le principe ultra simple qu'on a fait comme étapage. On a d'abord scié le balcon, on a débité, on a réutilisé comme retenue du terrain dans le sous-sol. On a emballé donc la partie qu'on voit à droite de l'habitation, de sa moitié. Vous allez peut-être me poser la question plus tard, mais je la réponds tout de suite. C'est pour les autres balcons sud, on a en fait réglé le problème aussi du pont de froid en emballant entièrement. Ça aussi, c'est peut-être une prise de risque qu'on a la plus grosse de ce projet. On a emballé la façade, mais aussi le balcon. C'est-à-dire que le liège, il a plusieurs densités. Donc on a pris une densité assez faible pour isoler un maximum sur les façades et une densité très haute pour le sol et le plafond du balcon. Donc ça fait revêtement aussi final des balcons. Donc voilà, il marche dessus, c'est très agréable, c'est confortable en été comme en hiver. Il y a une grande inertie, donc voilà, ça ne chauffe pas du tout. Donc voilà, la façade, elle est extrêmement simple. On a fait un petit travail sur le calpinage, les descentes d'eau. On a peut-être un peu enlevé des couches au niveau des avant-toits pour gagner de la lumière. On peut voir aussi qu'on a coupé finalement les garde-corps en béton qui avaient existants. On les a changés par une sorte de résille métallique qui permettait de faire plusieurs fonctions en une, c'est-à-dire que ça faisait garde-corps évidemment, mais ça prenait en compte également le store, qui est un store finalement projeté, parce qu'il est dans la partie qu'on voit ici, donc de ne pas l'avoir devant la fenêtre, pour protéger du sud. Et puis, support finalement de plantes ici rampantes au niveau des garde-corps. Donc aujourd'hui, donc ça c'est des photos qui datent de 2019. Aujourd'hui, on voit pratiquement plus les garde-corps en été. Et puis pour ce qui est finalement de la façade, sur cette partie-ci, on a du lierre qui monte directement sur le liège. Il adore ça. Et sur l'autre partie à côté de la descente d'eau, on a juste tiré des chaînes en cuivre depuis le vire-vent. Et puis c'est une clématite qui monte aussi. Donc en fait, la façade, elle disparaît complètement en été et puis elle réapparaît en hiver. Donc ça change pas mal au fil des saisons. La démarche participative. Une autre manière finalement de créer un imaginaire commun avec le maître d'ouvrage, c'est aussi de construire ensemble. Le chantier participatif entre l'artisan, le maître d'ouvrage et l'architecte permet aussi d'écrire une histoire commune et collective. Et c'est le cas de ce projet de Chavornay. Donc la démarche initiale venant du maître d'ouvrage, c'était de rénover une ancienne porcherie à Chavornay pour en faire un studio et un espace de travail. Et puis ils avaient aussi un deuxième projet à côté, c'était de construire une véranda dans leur verger pour profiter du verger et puis faire des soupers de famille dans cette véranda, puisque la ferme attenante qu'on voit d'ailleurs sur l'image ici, c'est les deux bâtiments qu'on voit derrière. Donc ça, c'est la photo de la porcherie avant les travaux. La ferme donc, du maître d'ouvrage, ce sont les deux bâtiments qui sont derrière. Et il nous demandait, on aimerait aussi faire comme deuxième projet une véranda dans le verger pour prendre nos repas
profiter de notre verger. Nous, on a proposé au maître d'ouvrage finalement de réunir les deux projets, de faire deux projets en un, c'est-à-dire rénover la porcherie, mais plutôt que d'avoir la véranda à côté et de prendre de l'espace finalement et de construire dans le verger, de mettre la véranda sur le sommet de la porcherie et donc de plutôt travailler avec une surélévation et de faire tout un projet en un. Donc là, on voit un petit peu, on comprend bien, surtout dans la maquette, la partie grise qui est la porcherie existante. Et finalement, on est venu, on l'a complètement vidé de l'intérieur. On est presque venu rajouter un nouveau volume à l'intérieur, une surélévation pour en faire cette fameuse véranda. Et ensuite, il y aura toute la question aussi d'isolation qui viendra dans la suite du projet. Et puis finalement, le point, on va dire, pourquoi ils voulaient construire la véranda dans le verger, c'était pour en profiter. Et on a su les convaincre qu'on pouvait aussi rajouter une passerelle. Là, on voit les plans, notamment la troisième slide, qui est justement ce fameux niveau de la véranda, avec une passerelle qui permet justement de se rendre dans le verger et de pouvoir aussi en profiter l'été. Donc les deux premiers niveaux sont dans la masse de la porcherie existante. On voit que la distribution est assez simple et radicale. C'est uniquement une faille de distribution. Voilà. Une faille de distribution à gauche qui contient un escalier qui distribue tout le bâtiment à chaque fois. Et on a sinon des pièces d'eau aussi, à la fois pour le bureau et le studio. Et tout en haut, dans la partie bois, la nouvelle véranda, finalement qui devient plus une sorte de salle à manger avec une cuisine qui est ouverte sur deux orientations. Évidemment, on a aussi, comme les projets précédents, constitué une sorte d'imaginerie, un imaginaire de référence avec le maître d'ouvrage. On a ces deux peintures de David Gaspard Friedrich qui montrent un peu les deux orientations qu'on a dans la véranda tout en haut. C'est-à-dire qu'on a l'image de gauche qui montre plutôt la vue vers le crépuscule, vers le nord-est, qui est le verger, et l'autre image vers le soleil couchant, qui est le regard vers le sud-ouest et les granges. Les deux références du bas sont plutôt par rapport à la matérialité, parce qu'évidemment, on devait aussi isoler et travailler la façade. Et on voit sur l'image d'en bas à droite, c'est des crépis qu'on voit beaucoup dans le village de Chavornay, et notamment aussi sur la ferme existante, qui est vraiment un peu ce crépi avec toutes ces coulures, toutes ces imperfections qui nous intéressaient beaucoup. Et on a eu l'idée de proposer par rapport on voit sur l'image d'en bas à gauche, de travailler avec du pisé de chanvre qui arrive aussi, qui donne un petit peu ce grain qui est un peu comme le crépi de droite. Et puis comme dans le projet précédemment, l'avantage du pisé de chanvre, c'est qu'on peut l'utiliser à la fois comme isolation, mais aussi comme façade définitive. Donc c'est un projet dans un souci d'économie générale. En fait, on n'a pas eu la direction des travaux sur ce projet. C'est vraiment le maître d'ouvrage qui a voulu suivre son chantier et faire la direction des travaux. Donc nous, on a plutôt été des sortes de coach au maître d'ouvrage. On l'a suivi, on l'a aidé, notamment surtout pour l'enveloppe extérieure et la mise en place de la façade. Et puis dans un souci également d'économie, notamment pour se payer cette façade en pisé de chanvre, on a proposé de travailler avec un chantier participatif, c'est-à-dire de proposer que le maître d'ouvrage, nous-mêmes et l'artisan, mettons en place la façade en pisé de chanvre. Donc on voit ici des photos de l'exécution du chantier. Donc sur l'image du milieu, on voit comment en fait on met en place le pisé de chanvre, c'est-à-dire qu'on doit mettre, on travaille avec des banches. On va voir après dans une vidéo comment on met en place, mais là on voit le résultat au décoffrage. C'est donc du chanvre qu'on doit mettre en place en le tassant, et c'est notamment ces outils-là fabriqués sur le chantier qui servaient à tasser, et on le voit sur les photos de gauche et de droite. D'un côté, c'est l'artisan qui a son marteau pneumatique qui tasse le chanvre qu'on a mis dans les banches, et sur l'autre photo, là, c'est le maître d'ouvrage, c'est le client qui est en train aussi de tasser le chanvre dans ces banches. Voilà là, une petite vidéo de la mise en place du projet. Donc,
Pour faire une façade en pisé de chanvre, on mélange de la chaux, on mélange du chanvre et de l'eau qu'on malaxe dans un malaxeur. Donc voilà, on aime bien souvent travailler aussi avec les vidéos dans notre communication. Voilà, on voit ici l'artisan qui, une fois le mélange fait, qui récolte le pisé et qui va l'amener justement jusque dans les branches. Ensuite, voilà, on répartit ce mélange de chaux-chanvre et on le tasse, comme on le voit ici. Là, ici, avec le marteau pneumatique. Donc voilà, on comprend bien comment on met en place cette façade. Il y a aussi ces raidisseurs en bois qu'on voit dans le coffrage qui servent aussi à tenir la façade. Je reviens juste sur la slide d'avant. Ben voilà. Quand on voit qu'on tasse, ça servait à ça, ces outils qu'on voit ici, quand ce n'est pas pneumatique. Et le résultat juste après le décoffrage qui est là. Donc voilà les photos du projet réalisé. On comprend bien les différences strates dans la photo de gauche, c'est-à-dire qu'on a le volume existant, on a juste coupé les pignons, qui est le volume qu'on a isolé en pisé de chanvre, et la surélévation avec ces panneaux de noir bakélysés. Donc c'est des panneaux de coffrage. Et ces panneaux-là, on les retrouve également dans les embrasures. Et en fait, ces panneaux-là, on les a mis avant même d'avoir posé le pisé de chanvre. On a mis en place les embrasures en panneaux bakélysés. Et finalement, ça a servi de coffrage perdu. En fait, on les a mis en place, on a monté la façade, et ça a servi finalement à la fois de support de coffrage et finalement de finition définitive, à l'instar de la façade aussi. On voit bien ici le résultat avec cette granulométrie, ces imperfections qu'on aimait bien et qu'on retrouve finalement le lien avec la photo du crépi que je vous ai montré tout à l'heure. Finalement, on retrouve ces imperfections qui font finalement toute la beauté de ce projet. Voilà d'autres photos du projet réalisé. À gauche, le pignon qu'on a voulu donner aussi un peu cette silhouette assez forte avec ces panneaux bakélysés qui se mêlent à la végétation. Et puis à droite, on voit la sous-couverture et la toiture. Donc la toiture, elle était déjà existante sur la porcherie. On l'a simplement remis les solives existantes en place dans un souci de nouveau de réutilisation des matériaux. Voilà la nouvelle porcherie dans son contexte, avec la ferme qu'on voit bien à gauche, la ferme existante. Puis on comprend vraiment la relation finalement entre la couleur, la texture de ce pisé de chanvre qui se marie très bien avec la ferme existante, la ferme du maître d'ouvrage. Et puis à droite, je vous parlais avant de ces deux vues, de cette véranda qui était traversante avec, ici on est placé donc on est dans la véranda, on est dans le verger, on regarde la véranda qui est traversante avec cette fameuse passerelle qui permet justement de relier cette salle à manger et de pouvoir utiliser le verger l'été aussi pour faire des repas. Comme on le voit ici, on a terminé finalement le chantier comme on l'a commencé, c'est dans un esprit un peu communautaire, ici avec des grillades d'inauguration du projet, en la présence aussi des ingénieurs, du maître d'ouvrage, de leurs enfants et même de leurs poules qui étaient présentes ici. Chapitre 2, détourner la demande. Le terme détourner s'interprète ici comme une reformulation de la demande, comme la demande initiale. Donc, on va vous présenter deux projets où il y avait un postulat de base et finalement on a donné une réponse vraiment alternative à la question initiale. Pas forcément dans son fond, mais vraiment on a donné une réponse un peu inattendue. Donc détourner le programme, on peut dire détourner le programme de concours, c'est un projet pour un concours à Saint-Sulpice, donc c'est à côté de Lausanne. Le concours, c'était pour une usine de pompage de l'eau du lac Léman. Finalement, le but, c'était de pomper l'eau du lac Léman pour alimenter la ville de Lausanne en eau potable.
Donc le concours demandait la destruction des bâtiments existants pour construire une nouvelle usine sur place, sur ce site-là. Donc là, on est dans le bâtiment existant et on regarde vers le lac. Et on a tout de suite été surpris par ce site qui est magnifique, qui est un parc extraordinaire, mais dont l'accès est vraiment limité. Et surtout dont le concours demandait finalement de fermer tout le site au public et demandait également que le bâtiment soit en grande partie enterré, donc qui générait énormément de travaux de terrassement. Donc, face à ce constat, on a eu une idée assez radicale et on s'est orienté dans l'idée de... Finalement, le programme du concours nous demandait de terrasser énormément, donc on avait énormément de terre d'excavation. Mais on s'est dit, en fait, plutôt que de sortir toute la terre et de finalement faire qu'une façade, parce que finalement c'était ça le concours, vu que c'est une machinerie qui était tellement complexe que finalement l'architecte ne devait faire qu'une façade, parce que la machine était donnée. On s'est dit, ok, on va faire une façade, mais en fait on va simplement prendre la terre, la stocker à côté, parce qu'il y avait une parcelle attenante qui était au même propriétaire, à la même commune, et remettre toute la terre sur le projet pour finalement faire une grosse colline et faire un parc. Sur la photo de droite, c'est la colline de Teufelsberg à Berlin, qui est en fait une colline artificielle qui a été construite sur une ancienne université. Et après la guerre, avec tous les gravats de la ville après la guerre, ils les ont tous mis sur cette ancienne université. Ils ont fait une grosse colline. Et c'est finalement les Américains, ils ont mis ici c'est la NSA qui avait mis un poste d'écoute de Berlin. Mais voilà, c'est finalement cette référence assez drôle d'avoir un bâtiment qui a été finalement enterré. Et aujourd'hui, ce site est devenu un parc public. Donc c'était un peu ça notre idée. Donc, on le voit ici, je ne vais pas trop m'attarder sur ces plans, ils sont un peu complexes, mais c'était finalement toute la machinerie qu'on devait mettre en place sur le site. Autant dire que ça remplissait toute la parcelle. Et on le voit sur la coupe. Notamment, on peut imaginer plus ou moins le niveau, on va dire, naturel du terrain. Et on va dire qu'une grande partie devait être enterrée, notamment sur la partie de droite ici. Par rapport au niveau du lac, c'était demandé qu'on respecte l'altitude pour le pompage. Donc on voit que finalement les différents programmes ont des altitudes différentes, ce qui nous a permis de mettre de la terre, mais aussi d'avoir des niveaux de terre différents. Et puis on voit ici ces deux couloirs, finalement c'est les deux couloirs qu'on voit ici, là, c'est des couloirs d'accès pour les machines et les camions, qui étaient des cheminées de ventilation du projet qui ressortaient dans le parc. À gauche, c'est le site avant qu'il y ait la première usine de pompage, qui était une ancienne pépinière. Et notre idée du projet, c'était de revenir finalement à cette idée originelle de cette végétation, de ce parc original. Donc on voit un peu une axonométrie qu'on avait rendue pour le concours. Donc finalement, c'était de faire un grand parc, une sorte de grande colline orientée vers le lac, de proposer plusieurs activités, de proposer même de gérer les eaux de pluie en créant des petites rivières, en faisant tout un univers assez bucolique, en travaillant évidemment les plantations par rapport à la hauteur de terre disponible. Et au sommet du projet, au sommet de la colline, on ne le voit pas très bien sur l'image, mais on avait aussi la cafétéria du projet, parce qu'il y a quelques bureaux qui étaient demandés dans le programme. Et on a proposé de faire même une cafétéria publique pour que ça devienne finalement une buvette pour le parc et ouverte à tous les habitants du quartier. Voilà, je disais par rapport à la végétation, donc ça c'était une référence à gauche par rapport aux besoins des différentes plantations pour les racines. Donc c'est un projet, on a travaillé ça avec un architecte paysagiste. Donc le programme nous donnait des fois des hauteurs de terre différentes et on a pu adapter la végétation pour finalement avoir une végétation qui était aussi un peu plus, on va dire, plus riche que la pépinière originelle. Et à droite, l'idée, ce n'était pas non plus de totalement cacher l'usine, parce que finalement, c'est une énorme machine qui a quand même un certain intérêt, et c'était de ponctuer le parc presque on va dire, de totems, des éléments qui révèlent ce qui se passe en fait sous les pieds, avec des grandes tours de ventilation. Et ces grandes tours de ventilation, on s'imaginait aussi le projet la nuit.
où finalement cette usine qui fonctionne 24 heures sur 24, d'imaginer ce parc en fait ponctué de grilles de ventilation qui en fait amènent de la lumière depuis les entrailles du sous-sol dans ce parc. Et au contraire, quand les travailleurs de l'usine, quand ils sont au fond du trou dans leur usine, ils peuvent regarder en fait en l'air dans les trous de ventilation et puis apercevoir la cime des arbres finalement tout en haut. Donc je disais, le concours, c'était un concours de façade finalement. Donc voilà la façade qu'on a rendue, c'est-à-dire pas de façade, mais uniquement un parc finalement, uniquement de la végétation et uniquement voilà, un programme public. Alors pas de façade, il y en avait quand même une petite, c'était au nord du projet pour des questions de programmatique. On a travaillé une façade au nord, plutôt comme un mur habité que comme une façade, c'est-à-dire vraiment avoir plutôt on avait l'imaginaire des barrages, hein, ici la Grande Dixence, avec plutôt quelque chose de très pragmatique, avec des espaces servants, voilà, quelques façades pour les bureaux qui étaient demandés, mais sinon plutôt juste des entrées pour les différents camions, les différents accès techniques. Donc voilà, c'est finalement la seule image qu'on a rendue du projet, c'est cette façade nord. Enfin, seule image, on va dire, la seule façade qu'on a rendue, qui était juste voilà, ce petit accès technique pour accéder au souterrain, au monde souterrain de l'usine de pompage. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, nous n'avons pas gagné ce concours. Alors, le prochain projet, il a comme titre l'héritage comme garde-fou. Donc, c'est un tout petit projet qu'on a réalisé à Lausanne, qui est dans les maisons familiales. Je vais vous montrer un plan après. Donc, garde-fou, ça s'explique surtout là par le rôle de l'institution des monuments ici. On ne va pas aborder aujourd'hui s'il faut ou pas conserver en état ou adapter un patrimoine remarquable comme il est là. Elle est laissée ouverte et puis à l'appréciation de chacun et chaque situation. Mais en tout cas, dans notre cas, ça nous a aidé à poser certaines règles. Donc le projet, comme je le dis, c'était à la Cité Jardin Gilliard et Godet à Bellevaux, dans les Hauts de Lausanne. Donc il a érigé, je pense, 3 cités jardins comme ça à Lausanne, dont 2 sont encore existantes et une a disparu à 90%. Donc c'est une série de toutes petites maisons ouvrières mitoyennes qui sont organisées autour de blocs parallèles ou perpendiculaires entre eux. Chaque logement, il est traversant, donc c'est aussi un certain luxe pour l'époque, même si c'est tout petit, donc une surface habitable minimale. Donc là, on peut voir l'étage, on va dire, du rez-de-chaussée avec une entrée ici. Donc on a juste un WC, une cuisine habitable, 2 chambres. Ensuite, on monte à l'étage, il y a encore 2 chambres. Et puis à l'étage inférieur, par contre, juste une cave, une buanderie, salle de bain. Donc en fait, ces maisons, elles pouvaient accueillir jusqu'à 6 voire 8 personnes pour 40 mètres carrés habitables. Donc la demande initiale, c'était, je vous rassure, c'est plus comme ça aujourd'hui, hein, c'était une famille de 2 parents, 2 enfants qui habitaient, donc qui habitent toujours d'ailleurs. Ils ont une chambre ici pour eux et une chambre pour les enfants à l'étage. Et à l'étage du bas, je n'ai pas le plan aujourd'hui comment ils habitent, mais c'est toujours la cuisine et puis un salon, salle à manger, avant qu'on intervienne. Donc leur souhait, c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait de cette zone ici qui est grise, qui est un vide sanitaire. Donc à l'époque, ils avaient évidemment diminué les coûts au maximum et ils avaient évité de faire de locaux à cet endroit-là. Donc on avait imaginé qu'on pouvait ouvrir un peu plus grand ce vide sanitaire, voire même l'ouvrir dans le jardin et créer une nouvelle pièce supplémentaire. Mais voilà, les monuments et sites ont refusé notre avant-projet, ce qui est une très bonne chose finalement. Donc on s'est ensuite penché sur une autre idée, un autre principe du point du règlement qui était assez vague, qui permettait à tout le monde, dans une certaine limite de construction donnée, de mettre une fois de plus une véranda. Donc on est vraiment abonné aux vérandas.
Mais finalement, dans ces maisons individuelles, chacun a installé une véranda parce que ça faisait une surface habitable supplémentaire. Donc nous, on s'est dit qu'on allait essayer de détourner un peu une tendance qu'il y avait à la même époque. C'était des fabriques de jardins pour les demeures patriciennes. Donc vraiment quelque chose de plus bourgeois. Et on voulait un peu emprunter ce motif d'habitat cossu, qui est le pavillon de jardin, et l'intégrer dans notre habitat ouvrier. Alors pour ce faire, donc, on a par contre essayé de garder un peu l'esprit des concepteurs de l'époque. On a utilisé pratiquement que des matériaux standardisés, donc hyper économiques, efficaces et disponibles. Donc là, il y avait, vous verrez la structure, donc elle est composée de poteaux tout simples, d'échafaudages modifiés. Il y a un contreventement aussi de chez Alphen, tout standard, et puis un rideau extérieur qui tient avec des porte-câbles industriels aussi. Donc le principe de base, nous, on s'est dit, voilà, on ne voulait pas vraiment faire de véranda, puis finalement cacher une grande partie de la façade côté jardin de cette petite maison. On a vraiment voulu essayer de se relier de la manière la moins invasive possible sur la construction existante. Donc on a enlevé juste une porte-fenêtre qui est là. On a construit 2 semelles par gel en béton, sous lequel est venu 4 poteaux métalliques contreventés. Il y a 3 poutres, donc il y en a une ici et puis 2 derrière qui font la pente au final de la toiture. La toiture, elle est faite par une tôle Olorib toute simple aussi, qui contrevente la structure dans l'autre sens. Donc là, un gros travail de l'ingénieur qui a bien aimé. Et puis là-dessous, en fait, une toute petite boîte à bijoux, parce qu'on n'avait rien qui était structurel. Donc on avait juste un plancher, finalement une façade rideau, parce qu'il n'y a aucune structure, et le plafond il est suspendu à cette tôle Olorib. Donc là, on voit latéralement depuis un des jardins. Donc on a fait une petite photo pour montrer aussi l'état actuel finalement de tous les jardins. C'est ces vérandas qui sont devant une façade qui est protégée au patrimoine, il faut quand même le rappeler. Donc nous, on s'est bien amusé de cette contradiction un peu du patrimoine. Là, dans son contexte, on a aussi travaillé finalement certains atouts et attraits de la façade qui sont notamment voilà, la petite corniche qu'on a essayé de retravailler avec cette tôle Olorib. Finalement aussi la surface appropriable, la surface habitable qu'on a donnée, elle était appropriable en fonction des envies du maître d'ouvrage. Donc ça dépend de l'heure et de la saison. Donc parfois c'est une salle de jeu pour les enfants en été ou une salle à manger en hiver pour toute la famille. C'est ni dehors ni dedans, c'est un peu entre les deux. Donc on a aussi passé pas mal de temps à essayer de travailler les détails pour, malgré le fait qu'on a utilisé des matériaux très standardisés, voilà, on a essayé de travailler les détails d'assemblage, la superposition des éléments comme voilà, je vous l'ai dit avant, avec juste superposer 2 poutres qui font la pente d'une toiture. Donc chaque élément a un peu son identité, son indépendance, mais ensemble, voilà, ça forme un tout cohérent. Donc le poteau, il ne tient pas tout seul, il doit être relié par une poutre qui est lui-même voilà, relié par une croix de Saint-André. L'ensemble, il ne tient pas non plus, donc il faut que la tôle Olorib elle contrevente dans l'autre sens. Ici, on voit une gouttière en fait, qui est suspendue aussi à cette tôle Olorib, et puis un rail à rideau qui est lui-même attaché à la gouttière. Donc ça faisait un peu un équilibre aussi précaire. Un système un peu en tension. Donc là, on a une petite vidéo d'Antoine qui permet de voir un peu le jeu aussi qu'on a essayé de trouver avec on va dire la gestion de l'écoulement des eaux. Donc on a réussi aussi à avoir un artisan qui nous a fait des fenêtres tout en bois. Donc voilà, c'était un peu une première pour lui, une expérience. Enfin, un renvoi d'eau tout en bois, parce que des fenêtres tout en bois, ça existe depuis longtemps quand même. Troisième et dernier chapitre, réexaminer la demande.
Donc on voit ici cette référence qui est une anamorphose de Georges Rousse. Donc Georges Rousse essaie d'arpenter le monde en quête de lieux tantôt désaffectés, tantôt patrimoniaux, tantôt destinés à disparaître, visant à composer leur histoire, voire avec leur mémoire pour les charger d'une dynamique inédite. Donc là, on va parler de bâtiments existants. Et finalement, les bâtiments existants, pour nous, c'est comme des êtres humains. Ils naissent, ils se développent, ils tombent malades, ils sont des fois guéris, ils vieillissent, ils dépérissent, ils meurent. Et finalement, c'est comme ces personnes. Pour nous, c'est important de garder toutes les traces d'une vie, de leur naissance à leur mort. Finalement, ils constituent de cette vie, ils marquent finalement le temps de chaque développement de leur vie. Il existe un patrimoine aussi banal, un patrimoine courant, qui a une valeur par la simple fait qu'il existe, une valeur qui n'est pas seulement culturelle ou mémorielle, une valeur économique, matérielle, environnementale. On ne peut plus aller dans les extrêmes, soit en rasant, soit refaire comme avant. On doit se donner des outils, des libertés, des logiques de transformation. Donc voilà, on veut vraiment parler ici de 2 projets qui vont parler du bâti existant, mais aussi finalement du bâti existant, pas patrimonial comme on l'a vu avant, mais finalement du bâti banal qui nous entoure au quotidien. Et on va le présenter d'abord par un premier projet qui est un projet de concours à Sion. Donc démolir pour mieux reconstruire. Donc le rapport au bâti existant, c'était le cœur de ce concours, en tout cas le cœur pour nous, pas pour tout le monde. Et c'est d'abord un concours qui était une histoire de colline, assez familière à Sion. Hein. C'est un peu la carte postale quand on vient à Sion, on pense à Valère et Tourbillon. Et là, le site prenait place finalement sur une colline existante. Donc on le voit ici, le site, c'est une toute petite colline qui est ici. Donc ça, c'est une photo d'époque. C'est une colline avec une maison existante qui est cette maison qui est ici, qui était entourée de vergers. Évidemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque toute la ville a englobé tout le tour de cette parcelle. Et il y a sur ce site une maison qui est ici. Donc le concours, c'est un concours pour un foyer pour jeunes adultes en difficulté qui se passait sur ce site. Et cette maison, c'était le foyer existant des jeunes. Alors, vous voyez sur la gauche, c'était les données du concours, et notamment ce qu'on a surligné en jaune, le bâtiment existant est vétuste, ne répond plus aux besoins actuels, il est à démolir. Nous, on a visité ce site, on est allé voir ce bâtiment, et c'est vrai que c'est un bâtiment qui avait eu un entretien au fil des années et qui était finalement en très bon état. Et on trouvait un peu absurde cette demande, on va dire même cette exigence du concours. On le voit à droite, ce diagramme, c'est un diagramme, c'est le principe des couches de Stewart Brand. Donc, chaque couche qu'on voit ici, c'est les couches qui constituent une maison. Donc, on a le site, et ensuite, on parle de l'extérieur avec la peau, la structure jusqu'à l'intérieur avec les meubles. Et ce diagramme, il représente finalement plus le trait est épais, plus ce sont des éléments, on va dire, qui ont une durée de vie dans le temps. C'est-à-dire, évidemment, le site qui est le trait le plus épais, c'est ce qui va durer finalement tout le temps. On aura toujours le site, il sera toujours présent. Ensuite, on a la structure qui est le deuxième plus gros trait ici. Souvent, c'est vrai que c'est aussi un des éléments qui va le plus perdurer dans le temps. On a encore la peau à l'extérieur qui est aussi pas mal utilisée. Puis ensuite, plus on rentre vers l'intérieur, plus les traits deviennent fins, et finalement, plus ce sont des choses qui ont on va dire, le moins de durée de vie. Typiquement, le dernier trait qui est le plus fin, ce sont les meubles, c'est ce qu'on va changer quotidiennement, tandis que la structure, on ne va pas s'amuser à changer chaque semaine la structure de notre bâtiment. Et là, la donnée du concours, c'était le bâtiment ne répond plus à notre besoin et il faut le démolir. Donc, le bâtiment ne répond plus, on va dire, aux 2 ou peut-être 3 premières couches de l'intérieur, et pour ça, il faudrait enlever toutes les couches et recommencer. Et c'était ça ce postulat qui nous dérangeait.
Et vous l'avez compris, évidemment, nous n'avons pas suivi le postulat du concours, puisqu'on a proposé de conserver cette maison existante. On voit ici voilà, des images du projet. Donc, on a la maison existante, donc on l'a débarrassée de ses annexes. Hein. Si je reviens peut-être sur la... On voit que la maison, il y avait le corps principal et quelques annexes qui ont été rajoutées et bricolées au fil du temps. On n'a conservé que le corps principal de la maison pour en faire la tête du projet. Et ensuite, construire un nouveau bâtiment en demi-cercle ici, qui vient finalement s'intégrer dans la colline. Donc, on va dire qu'il est semi-enterré, c'est-à-dire qu'il y a une façade qui est ouverte, tandis que l'autre façade, elle est adossée contre la colline. On le voit un peu mieux sur l'image de l'axonométrie de droite, que finalement, on a presque agrandi la surface de la colline pour intégrer les logements dedans. Donc, la tête du projet se veut finalement comme le cœur du projet, qui contient voilà, on va dire les principaux lieux de vie du projet. Et finalement, l'annexe, c'est quasiment que des chambres, que les logements, on va dire les espaces de nuit du foyer. Voilà l'espace de vie qu'on a proposé. On a enlevé la plupart des murs pour en faire finalement le grand espace, le lieu de vie, le lieu de rassemblement du foyer, où tous les jeunes peuvent se réunir, ils ont une sorte de petite salle de cinéma dedans, ils ont une salle de jeu au-dessus, ils ont un espace salon, un espace cafétéria, et en bas, tous les espaces administratifs pour les personnes qui gèrent le foyer. Et du coup, on voit sur l'image de droite voilà, la maison qu'on a juste proposé de rafraîchir, de rajouter une petite couche d'isolation, de l'anoblir un petit peu. Elle avait reçu quelques modifications au fil du temps qui rendaient plus trop lisible sa façade. On l'a un tout petit peu retravaillé, mais avec très peu de moyens. On a aussi proposé de revoir la toiture avec une partie photovoltaïque et une partie en polycarbonate pour amener de la lumière. Vraiment pour aussi devenir le cœur, on va dire, technique du projet, donc qui produit de l'électricité avec quelques locaux techniques, et vraiment devenir la façade d'entrée et le cœur et la tête de ce projet. Donc c'est un concours sur... il y a eu 42 rendus. Sur les 42, que 2 bureaux ont osé proposer de garder la maison existante. Évidemment, tous les 2 seuls bureaux qui ont proposé de garder cette maison ont tout de suite été déjà exclus des prix et ont été éliminés dès le premier tour sans aller plus loin. Et voilà, c'est un peu dommage. N'essayez pas pu. On va vous présenter le dernier projet, donc on a intitulé la communauté. Donc ça, c'est une photo de Martin Parr qui tiré d'une de ses séries. Donc il adore faire des photos des célébrations des jubilés en Angleterre. Donc qui met un peu en scène une communauté dans une rue, donc rassemblée autour d'une longue table, qui s'approprie la rue. Donc finalement, c'est une scène de partage qui utilise l'espace à disposition comme d'un bien commun. Et puis, pour nous, c'est un thème qui va un peu planer sur la présentation de ce dernier projet, qui est l'habitat communautaire pour 3 frères et sœurs. Donc, pour vous situer un peu le contexte, on est dans un tout petit village à Vie, à côté d'Olon, dans la vallée du Rhône. À gauche, c'est le village qualifié d'historique. C'est une photo des années 50, ou 30 même. Donc c'est composé de villas de maîtres et de corps de ferme. Donc c'est ça qui est assez étonnant, c'est un peu une confrontation entre une villégiature bourgeoise et puis le travail de la terre. Donc un saut d'échelle et de matérialité finalement au cœur du village. Et puis à droite, c'est le village aujourd'hui. Donc voilà, il s'est passé que toutes les parcelles, elles ont été un peu morcelées. Puis qu'il y a eu aussi les années 60 et les promotions immobilières qui sont passées par là. Et puis notre maison de base, elle ne démord pas à la règle. C'est aussi une villa des années 60, mais par contre, elle est située en bout de rue. Elle a une situation absolument incroyable. Vraiment presque en belvédère par rapport au reste du site et du village. Donc ça
comme disait Antoine avant, c'est vraiment une maison, c'est vrai qu'il y a un patrimoine banal, qui est le simple fait que la valeur, c'est qu'elle existe. C'est pas seulement une valeur qui est culturelle ou mémorielle dans ce cas précis, mais c'est une valeur aussi plutôt économique, matérielle et environnementale. Donc, par rapport à la demande initiale qui était aussi très simple, c'était 3 villas individuelles sur cette parcelle en bout de rue, qui aurait contribué finalement à morceler le territoire et les parcelles du village. Nous, on a proposé d'avoir un petit réexamen de la demande, plutôt un réexamen collectif et participatif avec les maîtres d'ouvrage, pour en faire un habitat partagé et communautaire, dont les unités, les nouvelles unités graviteraient autour d'un centre qui serait la maison existante. Donc voilà, le concept d'habitat communautaire, il était neuf pour nous comme pour les clients. On n'en avait jamais fait, on ne savait pas trop ce que c'était. On savait que ça se faisait en Suisse allemande assez bien, mais on s'est un peu renseigné. La démarche à la base, ça a été tout d'abord d'en discuter avec nos maîtres d'ouvrage, en discuter avec des références, comme Hitchcock ici, des références qui pouvaient être architecturales ou artistiques, pour surtout en fait désamorcer des situations qui auraient pu venir beaucoup plus tard dans le projet et problématiques, qui étaient la proximité et la privacité. Une autre thématique qui était importante aussi d'aborder avec eux, c'était la position de l'individualité de chacun, finalement de chaque couple, parce que c'est 3 frères et sœurs, mais en fait c'est 3 couples qui ont déjà des enfants. Donc voilà, c'est une image de référence qui est tirée de Design Métamorphose de Ettore Sotsach, je crois, ouais, c'est ça. Dans cette image de référence, il interroge la relation qu'il y a entre l'individu et son environnement, et puis le choix qu'il fait. Donc là, il a le choix soit d'aller à l'ombre de l'infrastructure ou d'aller au soleil. Et puis finalement, pour nous, ça met un peu en évidence aussi le rôle qu'on a, nous, architectes, et la responsabilité avec notre langage architectural. Parce qu'au final, c'est l'appropriation du maître d'ouvrage qui est le dernier acte de réalisation. Et c'est lui qui détermine la destination d'un projet. Donc une autre thématique, c'était aussi évidemment les relations et connexions qui pouvaient y avoir entre les espaces, communs comme privés. Comme dans cet extrait de Buster Keaton, il y a une interaction spatiale qui pouvait devenir aussi un acte artistique qu'on voulait explorer avec eux. Un autre point qui nous a bien aidé aussi, c'était on n'avait jamais travaillé avec ça, c'était développer des diagrammes et des mind mapping pour s'y retrouver un tout petit peu entre chaque maître d'ouvrage pendant les discussions. Donc voilà, on pouvait développer des systèmes pour nous aider à comprendre les interactions de chacun, les relations, les connexions, les individualités, qu'est-ce qu'ils pouvaient partager, qu'est-ce qui était impossible à partager. Donc on a pu déterminer un peu où se trouvait la limite finalement de chacun et où devait se trouver la limite finalement dans le projet commun. De par cette démarche, nous, on a pu rechercher aussi certains dispositifs de seuil et de privacité qu'on va vous présenter après. Donc là, c'était vraiment, je vous ai collé le diagramme vraiment brut. Donc voilà, il y avait les parties communes qui étaient finalement intelligemment placées par les maîtres d'ouvrage, les ateliers vélo, la technique de la buanderie, les caves, les carnets de serre. Et puis un espace où on ne savait pas ce qu'on allait faire. Donc voilà, on l'a appelé espace caméléon. Après, chacun avait une individualité qui gravitait autour de ça. Et peut-être un autre point qui était important dans ce projet, c'était qu'on nous a demandé aussi que ça soit flexible dans le temps. Donc là, on va peut-être vous présenter brièvement les choses, mais c'est que pour l'instant, ils n'avaient qu'un enfant chacun, et puis ils voulaient pouvoir potentiellement en avoir plus, 3, 4, ça dépendait de chaque couple. Donc il fallait qu'on puisse avoir un plan assez flexible et passer une chambre à soit une maison, soit à une autre. Donc finalement, le projet, il est exprimé ici en maquette et en axonométrie. Il est assez simple. On a 3 blocs minéraux
qui sont posées et qui gravitent autour de la maison existante. Donc dans ces 3 boîtes minérales, on a les espaces de vie qui sont laissés ouverts et appropriables par chaque maître d'ouvrage. À l'étage, on a un volume en bois en fait, qui reprend toutes les chambres possibles, donc tous les cloisonnements envisageables aussi. Donc on a finalement une structure qui permettait de faire passer aussi la flexibilité dans la structure, parce qu'on portait le bâtiment, là on le verra plus tard, mais d'une poutre BLC à une autre à l'intérieur. Ça, c'est un peu pour vous montrer les grandes réunions qu'on a eues à chaque fois avec les maîtres d'ouvrage, qui ont également bien sûr participé au développement de leur projet. Donc ça, c'est aussi ça qui a permis de développer la cohésion entre eux, je pense. Donc ils ont participé, on va dire, à la purge de leur maison familiale. Donc là, on voit à la base, c'était assez coloré d'ailleurs. Et puis après leur purge, il ne restait plus qu'un espace libre dans lequel il fallait juste finalement maintenir la toiture en place. Là, je passe tout de suite quasiment au fini. Donc par rapport à la maison, nous, on a proposé uniquement de laisser comme tel et puis de poser une sorte de crépi jusqu'à un niveau d'1,10 m parce qu'on a dû installer des nouvelles installations électriques. Donc voilà, on n'a pas les saignées apparentes jusqu'à 1,10 m. Et puis voilà, il y a ces relations entre l'existant et le nouveau qui apparaissent, puis qui évoquent un peu ce qu'on avait aussi imaginé à la genèse du projet. Voilà, une sorte de mise en abîme, donc qui est l'éloge de la dialectique de Magritte, finalement qui a été inspiré aussi par un texte d'Hegel qui dit « un intérieur qui n'est pas d'extérieur ne serait pas un intérieur ». On s'est aussi aidé pendant le projet à réinterpréter des éléments vernaculaires présents dans le village. Donc là, on a par exemple un système de colonnes d'une des fermes qu'on verra plus tard, qu'on a juste repris, qui porte un volume en bois, qui sépare finalement un espace public d'un espace semi-public ou commun, et qui procure un abri. Donc voilà cette colonne réalisée finalement. Une autre image qu'on aimait beaucoup, c'était ce côté très abstrait de la ferme, la grange à foin, avec un bardage finalement continu sur toute sa façade et qui détermine finalement le volume fermé et qui est parfois ajouré par nécessité, comme on le propose également dans le projet. Donc là, on a un système de volets qui permet de soit de fermer totalement la façade, vu que c'est des chambres, ou alors de les ouvrir partiellement. Là, on pourrait aussi vous montrer, voilà, il y a des espaces communs qui émergent entre les unités finalement plus individuelles. Il y a 2 espaces. Ici, il y a un espace d'entrée dans lequel finalement on ne fait que passer. Et dans l'autre, à l'autre angle, qui est un espace commun extérieur dans lequel ils passent tout leur temps en été, qui est ombragé, voilà, dans lequel ils adorent aussi passer du temps. Émerge aussi finalement un nouvel espace qui s'appelle l'entre-deux, donc entre l'ancien et le nouveau. Là, on peut voir ce qu'on a essayé en tout cas nous de mettre en place pour éviter voilà, vraiment de sentir plutôt chez soi, donc un système de seuil de privacité avec simplement voilà, aussi des moyens, on va dire économiquement très simples, juste des dalles de préfabriqué béton, qui fait qu'en fait ça sépare un chemin qui est commun entre les frères et sœurs et un chemin qui est plus privé, qui est déjà une entrée de maison, une entrée d'unité. On voit aussi également le jeu qu'on a, que je vous ai montré avant un peu à la Buster Keaton, avec les connexions entre les espaces. Donc entre l'existant et le nouveau, on a créé des ponts, finalement des passerelles, qui permettaient de passer de l'intérieur à l'extérieur. Et puis finalement, dans les unités, on a laissé l'appropriation à chaque maître d'ouvrage. On a intervenu un peu le minimum possible. On a créé des menuiseries sur mesure, mais des grands meubles.
Là, ce qu'on voit, c'est voilà, la relation entre intérieur et extérieur avec ces grandes baies vitrées qui donnent sur les espaces de terrasse individuels. Ici, c'est les loggias d'angle, finalement, qui sont des espaces très intimes dans les chambres parentales, qui sont ouvertes sur la façade bois. Et puis là, voilà, c'est le projet dans son contexte, donc on le situe ici. On voit bien la maison existante qui a été, on va dire, neutralisée. Hein. Ils ont juste posé une peinture blanche, donc c'est aussi le maître d'ouvrage qui a fait tout ce travail. Et puis notre nouveau volume qui vient voilà, enserrer avec ces nouvelles unités la maison existante. Donc, pour vous montrer finalement comment ils utilisent aussi cette maison existante, au rez-de-chaussée, voilà, comme je vous l'avais montré avant, c'est uniquement un atelier vélo, des caves, et puis toute la technique donc, qui renferme l'organe vital des nouvelles unités. Donc c'est là qu'on a de la géothermie, des panneaux photovoltaïques sur le toit, voilà, tous les comptages, etc. Donc c'est une économie de place. Il y a toutes les caves individuelles. Et puis à l'étage, il y a ce lieu finalement qu'on a laissé libre à l'appropriation et qu'ils utilisent en fonction des événements et des occasions. Donc on a fait un petit film qui va vous montrer finalement voilà, cette relation qu'il y a entre les espaces. Bon, il est accéléré. Comme ça, vous voyez la manière dont on a essayé aussi de faire des boucles de circulation qui permettent voilà, de relier tous les espaces entre eux, mais tout en ayant chez chacun une certaine privacité. Donc voilà, magnifique plan séquence. Voilà. Voilà, c'est terminé. Merci. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'imagine qu'il y a des questions. Moi, j'aurais une première question. Est-ce que la vidéo fait partie de vos outils de détournement de la demande ? Comment utilisez-vous vos vidéos ? Alors, je ne sais pas si je dirais que ça fait partie du détournement, parce que c'est plutôt, on va dire, un média qu'on utilise plutôt pour documenter. C'est un média qu'on utilise un peu moins comme référence. Enfin, en tout cas, pas nos propres vidéos. Enfin, on a vu, par exemple, la petite vidéo de Boston Keaton. C'est ce genre de petites vidéos qu'on peut utiliser en référence, où on a pas mal, souvent des références de films. Hein. On l'a vu aussi avec Fenêtre sur cour de Hitchcock. On essaie souvent de travailler avec l'univers du cinéma comme référence. Par contre, après, oui, on aime beaucoup travailler la vidéo comme média de, on va dire plutôt de communication. C'est vrai que c'est un média qui nous touche vraiment à cœur et qui est un média qui est en fait assez peu utilisé en architecture. En fait, souvent, on a l'impression que les architectes ont fait un bâtiment et tout, et ensuite, à la fin, il faut qu'on fasse une photo avec, si possible, moins de personnes, avec surtout pas les maîtres d'ouvrage. Il ne faudrait pas qu'il y ait leurs meubles parce que franchement, ils ne sont pas terribles. Et puis, on va essayer de gommer un peu toutes les imperfections et tous les défauts. Et je ne pense pas que la vidéo vient à l'encontre du coup on va dire de la photo. C'est finalement un média qui est complémentaire. Avec la photo, on peut très bien montrer les détails, certains points de vue. Mais par contre, la vidéo, elle peut montrer aussi comment on vit les projets. Là, on l'a très bien vu avec la dernière vidéo. Ou comment fonctionnent les processus, notamment on l'a vu avec le chantier, comment on documente le processus de fabrication. Donc c'est différents moyens de communication qui sont complémentaires avec la photo. Et pour nous, vraiment, ça nous tient à cœur et c'est un média qu'on tend à essayer de développer. Pour chacun de nos projets, on essaie de faire un petit film qui représente le projet. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. Peut-être pour aller un peu dans la même direction que la première question, vous utilisez beaucoup
des références de tableaux ou des citations aussi, comme pour montrer des impressions? Est-ce que c'est un moyen de persuasion aussi, ou un moyen pour détourner la demande? Une question par rapport au film. Ben, en fait, c'est un moyen, surtout, ce qu'on aime, c'est essayer de faire imaginer au client quelque chose. Et on n'aime pas forcément prendre des références d'architecture quand on discute avec lui, parce que on essaye qu'il ne se forme pas une image concrète de son espace ou de sa maison définitive. C'est plutôt voilà, tendre vers une ambiance ou une approche qu'on retrouve plus dans les références d'art ou de films que d'avoir des références construites. Par contre, ben, c'est clair que pour nous, on ne va pas se le cacher, on a énormément aussi de références architecturales hein, pour essayer voilà, de goupiller voilà, une famille de détails, de matérialité, etc. Donc voilà, on est plutôt des bricoleurs de références que peut-être des confectionneurs venant de rien, quoi, en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est vite dangereux quand on monte une référence construite à un maître d'ouvrage, parce que des fois, lui, il va voir qu'un détail précis, puis il va s'attendre à ce qu'on fasse les volets comme sur la référence qu'on avait donnée, alors que sur la référence, on voulait plutôt parler, je sais pas, d'espace, de proportion. Puis lui, il va s'attendre à ce qu'on fasse voilà, les mêmes détails ou les mêmes éléments. Et on a eu des fois des références qu'on avait utilisées, et on s'est vite rendu compte qu'il fallait très vite expliquer au maître d'ouvrage, non, mais on vous a montré cette référence, mais ce n'était pas vraiment ça qu'on voulait vous dire. Donc, finalement, avec des références presque voilà, plus abstraites qui viennent de d'autres médias, on arrive à faire passer des messages sans que le maître d'ouvrage il se fasse, on va dire, une fausse idée sur le projet qu'on aimerait ou la référence qu'on aimerait donner. Bonsoir. Moi, j'ai une question concernant vos projets de rénovation. Je trouve que c'est quand même un processus forcément très intéressant, mais je me questionne quand même sur à quel moment est-ce qu'on arrête et on commence la rénovation et comment est-ce qu'on arrive à donner de la valeur à quelque chose qui est déjà là et qui existe depuis plus longtemps que nous par le processus de la rénovation. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais c'était vraiment à quel moment est-ce qu'on arrête de gratter ce qui existe déjà et de se dire à partir de ça on recrée de la valeur. Enfin, c'est pas une bonne recette, j'imagine. Je crois que c'est plein de paramètres finalement différents parce que chaque situation, on l'a vu, on va jusqu'à une certaine étape de cette rénovation. Parfois, cette rénovation, dans ce dernier projet, c'est plus une purge qu'une rénovation, on va dire. Ouais, vraiment, encore une fois, je ne vais pas reprendre le titre de la conférence, mais ça dépend un peu de la demande. Après, nous, on essaye de ne pas dénaturer non plus le bâtiment initial, je pense. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaie de s'attacher à faire, tout en apportant un complément qui soit intéressant et utile, surtout pour le maître d'ouvrage. Donc, on n'est pas forcément dans un geste architectural en voulant affirmer, voilà, on est passé par là, mais plutôt contribuer finalement à un patrimoine bâti existant et puis de faire du mieux qu'on peut, quoi. Je sais même pas si on a fait du mieux qu'on peut, en tout cas, on espère. Je sais pas si tu vas apporter quelque chose. Non, ouais, comme tu le disais, cette photo, elle est assez représentative de ce qu'en tout cas on préfère faire, c'est plutôt enlever les choses que d'en rajouter et surtout éviter d'essayer dans la rénovation de cacher les choses sous des couches. Enfin, je pense que vous l'avez assez compris, on est plutôt dans l'idée de toujours essayer d'avoir le moins de couches possible, que ce soit dans l'isolation, voilà, éviter d'avoir toujours des façades ventilées, rajouter des éléments. Finalement, si l'isolant il peut être visible, voilà, on n'a qu'une couche et c'est tant mieux. Et c'est un peu le même processus qu'on essaie d'avoir dans la rénovation et dans les intérieurs, d'essayer de faire finalement presque le moins possible. Mais après, c'est souvent difficile parce que il y a aussi toute une communication et il y a aussi derrière le maître d'ouvrage qui lui, des fois, a l'impression de ne pas avoir un projet terminé quand on lui propose un espace comme ça. Et c'est voilà, à force de discussion et de persuasion qu'on arrive à amener ce genre de discours. Je ne sais pas si on a vraiment répondu à la question. Oui. Merci.
bonsoir. J'avais une question par rapport au liège que vous avez utilisé. Je me demandais en fait comment le liège se comporte en hiver à cause du gel et du dégel, comme c'est un matériau assez poreux. Est-ce qu'il y a des fissures ou pas du tout? Non, alors, il se comporte très bien parce qu'il est compressé avec la lignine qui est déjà présente dans le bois. Et en fait, du coup, il est pas poreux. Il va pas, comme un bouchon de liège finalement de vin, il va être assez hermétique. Donc l'eau, elle va pas s'infiltrer dedans. Le risque, c'est que entre les plaques, il y a une potentialité où ça va se faufiler derrière, et c'est là où il faut faire attention pour éviter que, voilà, ça pète au gel. Mais sinon, hiver comme été, il bouge pas vraiment. Il y a vraiment aucune différence. La seule manière en fait dans laquelle il va évoluer, c'est dans son aspect esthétique, ce qui il va devenir, comme on l'a vu dans les photos, un peu gris miel, donc en fonction des orientations avec les UV du soleil en fait. Ouais. Du coup, juste, vous le ventilez ou pas alors? Non. Ok. Non, il est directement plaqué contre le crépi existant. Ouais. On a juste en fait fait un ragréage pour que la façade elle soit totalement d'aplomb, parce qu'évidemment, vu la précision du poseur, là aussi il faut souligner la prise de risque de l'artisan. Il n'y a pas que nous qui avons pris un risque, mais lui aussi, c'était la première fois qu'il posait du liège. Et puis, voilà, on a juste fait une mise à plomb et puis ensuite poser ces plaques en testant la meilleure des manières possibles. C'est quoi? Non. Voilà. Non, alors en fait, le maître d'ouvrage, il avait déjà posé un pare-vapeur à l'intérieur de son bâtiment parce que c'était un prof de physique, donc il connaissait très bien ce qu'il voulait faire, il savait ce qu'il voulait faire. Donc il avait déjà posé un pare-vapeur avant qu'on vienne, il avait déjà posé une petite couche d'isolation, donc il avait déjà pas mal pré-mâché le travail. Donc on avait vraiment rien d'autre à faire que venir avec notre couche, notre manteau d'isolation, et c'était tout. Ouais. Mais effectivement, dans le cas où il y a rien avant, il faudrait, ouais. Exact. Merci. J'ai juste une petite question pour la cochonnerie, non, comment on dit? Porcherie, voilà, merci. Le bâtiment, à la base, il avait des pignons. Vous les avez sciés ensuite? Oui, ouais, c'est exact. Il avait des pignons. C'était déjà pour un aspect constructif, c'était aussi plus simple de limiter le pisé à l'horizontalité parce qu'on ne peut pas faire du pisé déjà sur les pignons. Et à ce moment-là, vu que ce n'était pas possible, c'était plus clair aussi, juste de façon projectuelle, d'avoir vraiment les deux niveaux minéraux et ensuite l'espace au-dessus qui était en structure bois. C'était aussi une question de dessin de façade. C'est à la fois d'une résultante, on va dire, vraiment pragmatique et d'une question projectuelle. D'auteur d'étage aussi, en fait, parce que ce n'était pas évidemment une surface habitable avant. Et puis, si on voulait respecter la norme qui est les 2,40 m, on tombait pas tout à fait à l'endroit où il fallait vis-à-vis de ses pignons. Enfin, c'était beaucoup plus simple de les couper, comme a dit Antoine. Oui, parce qu'en fait, c'est une surélévation. Du coup, la dernière partie, c'est une surélévation. Et du coup, si on avait voulu surélever, on aurait dû surélever une partie en pignon. Ça aurait été aussi compliqué du point de vue constructif. Merci. On a plutôt vraiment une démarche de travailler ensemble. On prend toutes les décisions ensemble, toutes les grandes lignes du projet sont prises ensemble. Après, il y a forcément des fois plus un qui s'occupe d'un projet que l'autre, mais tous les projets, chaque semaine, on débat de tous les projets avec tout le monde, et pas seulement que les deux, finalement. C'est aussi avec
avec nos employés, avec nos stagiaires aussi. Ils ont aussi une voix, ils sont tout aussi importants dans ce processus-là de décision. Donc non, on est vraiment plutôt dans l'idée d'avoir on va dire un fonctionnement horizontal dans les projets. Après, voilà, c'est indéniable que des fois, il y en a un qui s'occupe plus d'un projet que d'autres. Mais La relation avec le maître d'ouvrage, peut-être, plutôt. Oui, c'est pour ça, c'est toujours difficile de dédoubler les choses. Donc, surtout pour un maître d'ouvrage, il doit être plutôt en confiance. Donc, se référer à une même personne, c'est peut-être là-dedans qu'on sépare les choses, uniquement. Ouais. Voilà, il y a plutôt un référent. Voilà. Pour le maître d'ouvrage et aussi des fois les mandataires, pour qu'ils sachent à qui appeler. Mais sinon, non, on travaille tout le bureau ensemble. J'avais une question par rapport au fait que dans les programmes de concours, vous redéfinissez parfois les règles. On voit aussi dans vos mandats pour que ce soit la porcherie ou la maison avec les 3 familles, où vous changez, enfin vous densifiez quand même passablement. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous devez amener comme une nouveauté auprès des autorités communales, et un peu comment ça se passe ce point de vue-là vis-à-vis des autorités? Ouais, c'est assez difficile par rapport aux autorités, parce qu'évidemment, quand on participe à un concours, on ne peut évidemment pas influencer sur le programme. Il a été établi en avance. Idem, le jury, on ne va pas pouvoir changer le jury. Donc voilà, on doit. Mais je pense que c'est en faisant. Si de plus en plus on fait force de proposition et qu'on voit que dans les concours, entre guillemets, les gens commencent un peu à se révolter contre le fait de démolir les bâtiments, je pense que ça va aussi apporter un changement. Mais finalement, le changement, il va surtout arriver de la part du jury. Et en fait, ça, on le voit aussi beaucoup, quand il y a des jurys, on va dire plutôt, je ne vais pas dire ça de péjoratif, mais un peu vieille école, pour eux, ils ont plutôt tendance à dire, voilà, on s'embête pas, on démolit, et puis de toute façon, le programme, il était comme ça. Mais de plus en plus aussi, les jurys se renouvellent. Puis il y a de toute façon aussi une prise de conscience collective, mais en fait qui est assez récente. Il y a peut-être 5 ans, on ne parlait pas beaucoup forcément de réemploi et de garder l'existant. Donc, peut-être dans le développement du projet, si j'ai aussi compris ta question, par rapport à la législation, en fait, on fait, comme on a montré dans l'image de base, c'est aussi un partenaire où on est obligé de faire avec. Et du coup, on essaye de l'intégrer dès le processus initial du projet. Dans le cas, par exemple, des frères et sœurs, où on a été présenté la même présentation qu'on avait fait aux frères et sœurs à la personne de contact de la commune, qui a été intéressée par la démarche, parce qu'en fait, il y avait un creux aussi dans le règlement du village qui ne permettait pas à la base de faire ni un habitat collectif, ni 3 villas individuelles sur cette petite parcelle. Donc on a été dans une brèche, et puis il a été aussi très réceptif à ça. Donc encore une fois, c'est vraiment un travail qui doit être collectif avec tous les acteurs du projet, et puis on est obligé de faire avec. Puis dans le cas du petit projet du pavillon, là aussi, on râle souvent quand on se fait lyncher par, on va dire, les monuments ici ou des choses comme ça, si on présente des choses peut-être trop radicales. Et puis dans ce cas-là, on a pu développer le projet d'une autre manière qui était finalement aussi, si pas plus intéressante que ce qu'on avait imaginé à la base. Donc parfois un rejet, c'est aussi une bonne manière de faire avancer le projet. Je ne dis pas pour tout, mais en tout cas pour celui-là. Merci. Non, pas que je sache. Finalement, c'est un travail de les amener, parce que c'est assez véridique l'image. C'est pas l'image exacte qu'ils nous avaient donnée, mais c'était justement une promotion immobilière. Puis ils nous disaient, mais regardez,
moi, avec tant d'argent, je peux avoir tel logement. Pourquoi voilà, c'est plus cher, pourquoi c'est... Mais je crois qu'on a toujours, jusqu'à maintenant, réussi à amener le maître d'ouvrage à travers ses références vers une architecture de qualité. Après, on ne gagne pas sur tous les points, hein, ça c'est sûr. Il y a des choses où on aurait voulu être, nous, beaucoup plus radical, aller beaucoup plus loin, ce qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui. Mais il y a plein de projets où on n'est pas forcément... on serait peut-être allé encore plus loin. Mais finalement, on arrive toujours à des consensus et à des compromis qui fait qu'on arrive à des projets intéressants. Mais on n'est jamais arrivé devant un blocage. Et généralement, si ça se passe mal, en fait, on le sent tout de suite. En fait, quand le client il arrive, nous, on a tendance à tout de suite lui montrer, voilà, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos références, aller voir notre site internet, regarder un petit peu ce qu'on fait. Et si tout de suite ça ne matche pas, on le sent aussi assez vite. Et puis, en fait, on essaie de ne pas aller trop loin dans le projet pour éviter justement de bosser des mois pour finalement se rendre compte qu'on n'arrive pas à s'entendre. Mais c'est sûr, juste pour... Ouais, c'est vrai qu'on peut pas... on ne va pas pouvoir remplacer toute l'architecture en Suisse. Enfin, il y aura forcément toujours des gens qui chercheront des promoteurs immobiliers. Et puis eux, il faut qu'ils continuent à aller vers des promoteurs immobiliers. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question qui... C'est bizarre, le son, hein, qui va un peu dans la même direction de questions de processus ou de relations avec le maître de l'ouvrage. Si j'ai bien compris, vous avez présenté 2 concours où vous n'étiez malheureusement pas retenu, plutôt des grands projets. Les autres, c'est plutôt des petits projets. Est-ce que vous avez réfléchi dans quel sens la relation avec le maître de l'ouvrage ou le processus, qu'est-ce qui vous convient ou qu'est-ce qui marche bien pour vous et qu'est-ce qui ne marche pas bien? C'est peut-être un peu trop facile de dire oui, le jury n'était pas bon ou quelque chose comme ça, mais peut-être c'est plutôt si je comprends ou si je réfléchis, la présentation où ça a bien marché, c'est partout où c'était plus collaboratif, participatif et tout ça. Et puis, il y a des procédures de plus grand format ou de plus grandes interventions qui sont basées là-dessus, mais c'est peut-être pas les concours. Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus ou est-ce que vous avez on a réfléchi, une réflexion, une théorie là-dessus? On a fait beaucoup de concours, nous, avant de pouvoir heureusement en gagner un. Mais c'est vrai qu'on s'est posé pas mal la question, c'est voir si on faisait bien les choses quand on faisait les concours, parce qu'on n'a pas collectionné les prix au début. Et on se demandait toujours si c'était la bonne manière, et on a décidé de garder cette ligne directrice, de proposer quelque chose en quoi on croit, finalement. Parfois ça va trop loin, je pense aussi, notamment c'est clair que Saint-Sulpice c'était quelque chose qui pouvait faire peur à un maître d'ouvrage, c'est clair. On propose une façade puis c'est un mur de barrage, quoi. Donc c'est clair que c'est très radical. Maintenant, dans un jury, il y a toujours des gens qui peuvent faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Donc on espère toujours qu'il y a cette personne qui sera réceptive à la proposition qu'on donne. On ne dit pas que c'est un mauvais jury. Je pense que ça dépend de tellement de facteurs, une fois de plus, chaque concours, la manière dont on présente les choses aussi, qu'on essaye de s'améliorer à chaque fois qu'on en fait. Voilà, pour l'instant, ça a fonctionné une fois. On a décidé de continuer dans cette voie-là, à proposer des choses, pas forcément radicales, mais en tout cas, peut-être qui n'hésitent pas à remettre en question la donnée de base. Comme un programme de concours, si on pense que c'est la bonne solution. Mais c'est clair que c'est difficile dans un concours anonyme finalement, comme tu le dis, on n'a pas les personnes en face de soi pour les convaincre. Puis en fait, c'est assez difficile avec des fois que 2 planches, un petit bout de texte et quelques schémas, de réussir à convaincre que notre idée est bonne et que c'est aussi raisonnable, parce qu'il y a aussi évidemment plein de facteurs de coûts et de responsabilité aussi envers du maître d'ouvrage. Et c'est vrai que pour l'instant, ça marche aussi mieux, c'est vrai, avec des discussions directes, parce qu'on a
voilà, on a le temps on peut discuter, avoir des échanges, les rassurer le maître d'ouvrage que non, c'est pas plus compliqué de garder la maison, au contraire, on va faire des économies et tout. Et le fait d'avoir des échanges est beaucoup plus facile. C'est vrai dans ce cas-là qu'on n'a pas encore réussi à le convaincre en fait sur papier, que juste sur un bout de papier, sur un concours, une planche de façon anonyme, que oui, c'est rassurant ce projet. Après, pour l'instant, on n'a encore jamais eu la chance de faire par exemple des MEP, où on a des discussions avec le maître d'ouvrage pour faire des concours de plus grande envergure. Ça, on espère un jour pouvoir en faire, et justement, s'il y a l'occasion de garder de l'existant, de pouvoir les convaincre, ou de l'existant, ou un projet ambitieux. Mais voilà, c'est ça. En fait, c'est toute la difficulté du concours. De toute façon, si on avait la recette magique, on aurait gagné ces concours. Mais pour l'instant, non. On se cherche encore. Voilà, merci beaucoup. Je propose qu'on continue la discussion un étage au-dessus. Et puis, je vous remercie d'être venus nombreux et merci pour votre présentation. Bonne soirée.